En fait, il y a deux enjeux principaux autour de cette table ronde. C'est une dimension culturelle, d'abord. Donc, c'est un savoir-faire autour de la cuisine, etc. C'est pas juste des produits, de la matière. Donc, c'est un patrimoine immatériel et culturel. Et il y a un autre enjeu, c'est que c'est aussi politique, parce que la restauration collective n'a jamais jusqu'ici inspiré les autres restaurations commerciales ou gastronomiques. Mais on pense qu'aujourd'hui, vu les enjeux, ça le devrait. C'est ce qu'on appelle la révolution délicieuse. Voilà. Merci. Révolution délicieuse, parce que oui, Olivier Rollinger, il est quand même parmi nous dans nos cœurs. Il n'est pas là sur ce week-end, mais c'est notre parrain, Olivier Rollinger. Donc c'est un grand cuisinier triplement étoilé qui est notre micro de façon nationale et internationale. Et il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle La Révolution délicieuse. Donc bonjour, moi déjà je suis Isabelle, je suis formatrice pour la SCIC Nourrir l'Avenir et je suis la référente pour la région Île-de-France. Donc cette table ronde aujourd'hui que j'ai le plaisir d'animer, donc en fait l'idée c'est vraiment de donner un coup de projecteur sur ces belles personnes avec un parcours très atypique. Découvrir des métiers, des savoir-faire en termes de production et de transformation d'aliments qu'on va qualifier de précieux pour la transition alimentaire, parce qu'il y a vraiment des très très grands enjeux derrière. Donc oui, tout. Ouais. Alors par contre, on a un intervenant qui n'est pas là, Nicolas qui est malade, donc nous sommes 4, voilà. Donc alors Arnaud. Non, honneur aux dames. Marie-Rose. Alors, Marie-Rose, déjà, je vous présente. Marie-Rose, on peut dire que tu es meunière. Oui, je suis meunière. Meunière et dans un moulin du XIVe siècle. Donc, tu es maintenant aussi salariée pour la SCIC, d'accord ? Et tu es issue d'une famille de paysans. C'est une phrase qu'on a entendue beaucoup là, au cours de ces 2 jours derniers. Et tu as grandi dans une exploitation, avant d'avoir ce moulin, dans une exploitation de polyculture et d'élevage. On a Jérôme. Alors Jérôme, tu es chef cuisinier dans un collège de Dordogne, le collège Jean Ladignac de Saint-Cyprien. Et Jérôme, tu travailles en 100% bio, 77% de bio local. Tu es du coup le plus gros établissement là qui est en bio local. Il paraît. Et tu as eu un label il n'y a pas si longtemps que ça. Mi-mars, on a été, j'ai envie de dire, décoré d'un 100% bio avec 77% de produits locaux. Donc c'est un score auquel je ne m'attendais pas et qui est pour moi vraiment en relation avec ce que je dis en formation à chaque fois et dans mes discours de tous les jours. Donc le bio, s'il n'est pas local, ça n'a aucun sens. Donc le fait d'avoir cette petite consécration, vraiment d'avoir un chiffre sur ce que je fais tous les jours, c'est vraiment très gratifiant. D'accord. On a Arnaud, monsieur des vaches. Arnaud, en fait, c'est vrai que c'est un éleveur original, parce que tu élèves des races anciennes. Donc tu es vétérinaire aussi, de formation, et tu as été directeur général d'une grande entreprise qui vendait des produits vétérinaires, des produits leaders sur le marché, leaders mondiaux. Donc c'est vrai qu'Arnaud, en fait, il a travaillé avec des gros industriels brésiliens, américains, et tu as vécu dans de nombreux pays. Donc tu as vraiment une vision intéressante de cette industrie autour de l'animal. Et puis tu es aussi maire, un maire engagé et très engagé pour les cantines bio. On en a parlé un petit peu ce matin. Et puis pour nous encadrer, j'ai envie de dire, nous avons l'immense honneur et chance d'avoir Serge Haddad. Donc Haddad est docteur en philosophie, docteur en histoire. Et Serge a écrit un livre dont on a parlé ce matin, qui s'intitule « Plat de résistance, soigner nos cantines pour réparer le monde ». Et ce livre est en attente d'un éditeur. Alors avant de commencer, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec chacun d'entre vous. Donc en fait, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous
Ils ont tous été en contact avec l'industrie agroalimentaire ou la haute gastronomie pour Nicolas, qui devait être présent aujourd'hui. Vous avez fait des constats et vous avez décidé d'agir en tant que professionnel. Et votre activité professionnelle aujourd'hui est vraiment un engagement politique. Vous travaillez tous avec des techniques qui respectent la nature et l'homme. Ça, c'est aussi des points communs. Et parfois avec des méthodes vraiment ancestrale, puisque Marie-Rose, elle est dans un moulin avec du XIVe siècle. Mais vous avez tous en commun un événement extrêmement marquant, comme beaucoup de gens ici, c'est que vous avez tous un jour rencontré Aurélie et Jean-Marc. Et ça a changé beaucoup de choses dans votre vie, comme nous tous ici. Donc voilà, maintenant vous êtes dans cet état d'esprit de travailler avec la restauration collective, mais une restauration collective au gronde vraiment une révolution délicieuse. J'ai envie de commencer par Serge. Serge, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grands traits de ton analyse en Dordogne, de la restauration collective qui t'ont amené à écrire ce livre, s'il te plaît? Bonjour à tous et à toutes. Alors, l'expérience de Dordogne en matière de restauration collective bio, locale et faite maison, vous en avez déjà eu beaucoup d'échos ce matin, donc je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, ça a été très très bien dit. Je peux juste dire de quel point de vue je me place et comment j'ai regardé tout ça. Pour moi, la chose la plus importante qui m'est sauté aux yeux, c'est le caractère, Marcel Mauss aurait dit, c'est un fait social total. C'est-à-dire qu'on a affaire, en regardant la restauration collective, les cuisiniers travaillés, le rapport aux élèves, aux jeunes mangeurs, à quelque chose qui est pas simplement de la restauration, qui n'est pas simplement je mange parce que j'en ai besoin pour continuer à vivre. On a quelque part une vision de la société. C'est-à-dire que la restauration collective est quelque part un révélateur de, comme toujours, ce qu'on mange, l'alimentaire en général, ce qu'on mange dit quelque chose de ce qu'on est et de qui on est et de comment on fonctionne et quel rapport au monde on entretient. Mais là, la restauration collective vient interroger l'ensemble de la société. Et on a parlé ce matin des enjeux sanitaires là, pour nourrir correctement les enfants. On a parlé des enjeux sociaux, de faire que ce soit tous les enfants qui aient droit à une restauration de qualité. On a parlé un tout petit peu des enjeux écologiques par rapport à la planète. Mais on peut aussi parler d'enjeux éthiques. La question du bien et du mal, est-ce que si je mange de telle manière, j'engage une façon d'être au monde qui est respectueuse à la fois du vivant et du rapport aux autres. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est-à-dire que ce changement dans la façon de faire n'est pas simplement un changement de produit, ça a été dit, hein, il ne s'agit pas de transformer, simplement de passer du non-bio au bio, c'est une façon d'être au monde et un rapport qui engage un faire société différent. Et donc là, on a affaire à quelque chose qui est bien plus large, qui est plus grand. On en a un tout petit peu parlé sur ce que ça génère de plaisir au travail dans les équipes. Quand on voit tous ces gens qui sont en burn-out partout dans notre pays et qui sont dans un mal-être et une difficulté au travail. Moi, quand je suis arrivé, alors d'abord, il a fallu que je me lève un peu tôt. Hein, ça embauche à 6 heures, les cuistots. Et dans cette équipe à Nontron, où tous les gens avaient la banane, ils arrivaient à 6 heures du matin, c'était la nuit et tout ça. Ils avaient je me dis, bon, alors, il se passe quelque chose, quoi. Donc, il y a là, je pense, ce qu'on pourrait appeler un fait social total, c'est-à-dire que ça engage, en gros, notre contrat social. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans la même société et qu'on vit ensemble dans cette même société? Et là,
le rapport à l'industrie, le rapport, on pourra parler éventuellement des imaginaires et des représentations mentales qu'on peut avoir, pas seulement sur la nourriture, mais sur la totalité de ce qui nous entoure. Et là, on s'aperçoit qu'on tire un fil, et puis il y a toute la pelote de la vie qui vient, et c'est juste, moi je suis tombé là-dedans, j'étais... juste baba et à dire merci de m'accueillir, merci de me faire connaître tout ça. C'est juste, voilà. C'est un fait de société. Et je pense que si ça a été dit ce matin, si toute la restauration collective commençait à prendre la graine de ce qui se passe ici, on peut avoir l'impression que le système risque d'être un petit peu ébranlé. N'ayons pas peur des mots. Moi, je pense que c'est un coin qui est planté dans le système capitaliste, qui ne fonctionne pas du tout sur ces valeurs-là. Et quand on arrive à faire en sorte que ces valeurs-là, du rapport au vivant, de la générosité, de la convivialité, hein, c'est vraiment Ivan Illich qui est là, hein, c'est une société conviviale, est mis en place dans quelque chose qui n'a l'air de rien, juste une cantine. Et bien, si ça se développe, on peut dire que le système risque d'en être ébranlé, et moi j'y crois. Merci Serge. Et en termes de dimension culturelle, cette alimentation collective, cette cuisine du quotidien, là on a quand même face à nous des personnes particulières qui maîtrisent un savoir-faire vraiment particulier, mais est-ce que c'est si simple de préserver ces savoir-faire et cette dimension culturelle si on part juste là de vos constats? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a été détruit et qui ne permet pas, c'est pas si simple de préserver cette dimension en restauration collective? En fait, ce qui a détruit tout ça, je pense, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est tous ces breaks, c'est Pomona, c'est cette industrie agroalimentaire. C'est le cataclysme que ça a fait dans nos cantines, même dans les restaurants du privé. C'est catastrophique. On a perdu beaucoup de cuisiniers, on a perdu notre savoir-faire, on a perdu ses envies de cuisiner. Je le dis souvent, avant je faisais mes menus avec les promotions qu'il y avait dans les catalogues, c'est-à-dire que je prenais la page, ce qu'il y avait en promotion, je vais mettre des cordons bleus, ça sera pas cher, on va mettre ça sera pas cher. Alors que maintenant je fonctionne tout différemment. Je fais mes menus sur 15 jours, avant je les faisais sur 2 mois, même de vacances à vacances. Maintenant je les fais tous les 15 jours et j'appelle mes fournisseurs, avant mes producteurs, avant de savoir faire mes menus, je leur demande ce qu'ils ont comme légumes, quelle saison est-ce que c'est, est-ce qu'ils ont des trucs on appelle ça à dégager, et comme ça on travaille avec le brut, avec la saison. Ça aussi, il faut se réapproprier la saison. C'est comme ça qu'on arrive à faire des économies aussi. Donc voilà, ouais, l'industrie agroalimentaire, c'est le pire des poisons qu'on ait pu avoir dans nos cantines. Et tu me disais aussi que ce style d'achat que tu fais ne te rassure pas parce que finalement, tu sais que le producteur ne sera pas rémunéré aussi. Oui, c'est ça aussi. On en parlait aussi souvent ce matin là de prix. Je négocie plus rien. Je demande quand je veux des courgettes, que c'est la saison des courgettes. Je commande des courgettes et je regarde pas le prix où il est parce que j'ai confiance en mon producteur. Je sais qu'il va pas m'assassiner avec des courgettes, et s'il me les vend à 3 €, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, le lien, la confiance, il faut faire là-dessus, et les sous, ça passe après. Marie-Rose, ton aventure dans une exploitation agricole, tu m'as dit beaucoup de choses intéressantes aussi sur ta vision de la transformation de cette exploitation, parce qu'on en a parlé d'ailleurs ce matin, les oisillons. Marie-Rose, elle a connu ça, hein, les oisillons, et donc du coup c'était un système résilient, hein, qui nous permet de lutter contre les attaques virales. Raconte-nous un petit peu ton point de vue là-dessus, sur cette détérioration au niveau exploitation. Oui, je ferai presque le même constat que Jérôme dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on est passé d'une agriculture de petites exploitations. À l'époque, mes parents avaient 8 vaches laitières. Ils faisaient de la polyculture élevage.
Donc on vivait sur une petite exploitation, mais on vivait bien, mais parce que la pression n'était pas la même. C'est vrai que l'agriculture les agriculteurs se regroupent. C'est de plus en plus gros. Ça me fait penser aux cuisines centrales, hein, où pour minimiser les coûts, on se met à faire de plus en plus gros. Mais en fait, on perd le lien avec les mangeurs, on le disait, mais les agriculteurs ont complètement perdu le lien avec le consommateur final. Serge est allé chercher du sarrasin pas très loin et la petite grand-mère était heureuse que Serge raconte qu'avec son sarrasin, on fait des galettes et on fait manger des enfants dans des cantines. Voilà. Donc, il y a vraiment une perte du rapport entre ce que l'on fait et celui qui le consomme. Voilà. Et tu me disais qu'il y avait eu une autre voie qui avait changé le visage de l'exploitation, un engagement vers du tourisme, mais pas n'importe lequel. Et puis il y a des acteurs qui ont été importants. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en 1963, mes grands-parents ont transformé une partie de l'exploitation en gîte. Donc en 1963, c'était déjà il y a bien longtemps. Et mon père se posait la question de comment, les quotas laitiers sont arrivés, et il disait comment je vais pouvoir rester sur ma terre. Et en fait, grâce au savoir-faire culinaire des femmes, on a pu rester sur l'exploitation parce que on a été en capacité de valoriser, d'apporter une plus-value à ces matières premières et donc de les faire consommer là sur place. Et l'exploitation s'est tournée au fur et à mesure vers le tourisme, mais vers un tourisme responsable, dans le sens où, on a toutes les trois générations, on n'a jamais adhéré au tourisme de masse, et pourtant en Périgord noir, la tendance est quand même là, hein, sur une quarantaine d'années, on a vu cette évolution, mais en restant. Donc, on a toujours eu l'exploitation agricole sur place. Donc, on élevait des oies, on transformait des oies, puisque la spécialité locale, c'était ça. Et en gardant aussi la production des céréales pour les nourrir, mais aussi le jardin pour agrémenter les menus. Enfin, voilà. Donc, on a essayé, on a fait. Et quand ça n'a plus pu être le cas, j'ai vendu... Nous avons vendu l'exploitation. Mais en attendant, la cuisine faite maison par des femmes ont attiré des clients. Exactement. On fait vivre l'exploitation. Voilà, parce que c'est vrai que ce que je pouvais te dire et le témoignage que je peux porter, c'est que j'ai toujours vécu dans une famille patriarcale et je trouve que les femmes ont joué ce rôle important puisque ça tenait au cœur des hommes de rester sur ces terres. C'est les femmes qui leur ont permis de le faire grâce à leur savoir-faire culinaire. Arnaud, c'était passionnant aussi les échanges avec toi. Tu m'as parlé de disparition de la biodiversité domestique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, je peux vous en parler, mais ça va durer longtemps. Non, mais déjà, on peut se dire biodiversité domestique, on est très très loin de la restauration collective. Là, on en est au constat. Il n'y a rien à voir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis très honoré d'être avec des gens aussi... je me sens tout petit et je suis juste un petit peu éleveur de quelques animaux. Donc, je ne sais pas trop comment vous raconter ça, mais en fait... moi, ce que j'aime, c'est les animaux. J'aime élever des animaux. J'aime être avec mes vaches, avec mes cochons. Et je voudrais d'ailleurs y passer beaucoup plus de temps. Et là, ça me manque d'être avec vous là. J'ai envie de rentrer chez moi et d'aller passer un petit peu de temps, surtout avec le temps qu'il fait. Là, ce serait super. Donc moi, c'est ça que j'aime. Et je pense que quand on a aujourd'hui 150 limousines, vaches limousines, ou quand on a 150 Holstein, on a plus ce rapport-là avec l'animal, parce que c'est trop gros. Comme vous le disiez, il y a trop de pression économique, il faut que ces produits sortent, il faut que ces produits soient vendus. Comme en plus, il y a un seul client au bout, on n'a plus aucune prise sur le prix. Et donc, arriver à gagner sa vie à condition de pouvoir expliquer aux mangeurs ce que l'on produisait, pourquoi on le produisait,
pourquoi c'était à cet âge-là qu'on le consommait, et tout ce que moi j'apprenais, c'était pas mon métier, donc tout ce que j'apprenais, d'en discuter. Et ça permet donc d'avoir un modèle, alors on dit business model, dans le monde des affaires, un business model complètement différent, mais à condition de tout respecter. C'est-à-dire que si on vend à la Biocoop entre les deux, qui prend 40% de marge, ça marche plus, le modèle. Donc moi, je ne veux pas vendre à Biocoop. Alors pourtant, Biocoop, ça a bonne réputation. Ici, c'est bien, c'est bio, c'est coop, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, je ne veux pas vendre à Biocoop. Ils vont prendre 40%. Je peux pas. S'ils me prennent 40%, je ne peux pas vivre. Donc, je vends directement aux mangeurs. Alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce que vous faites ici du coup? Ce que je fais ici, il y a deux choses. Un, les gens qui travaillent dans ce collectif, je trouve tellement admirable ce qu'ils font, et j'apprends tellement en travaillant avec eux que j'ai envie d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice. Et puis en plus, ce sont des gens qui écoutent. Et ça, on oublie de le dire, mais ce sont des gens qui écoutent, qui sont attentifs à ce qui se passe autour d'eux, aux producteurs bien sûr, mais au type de production, à ce qu'on fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de leur dire attention, parce que vous parlez du local. Mais comme je me dis à chaque fois, c'est pas parce que c'est local que c'est bon. Alors ça choque. Et tu disais même bio. Et c'est pas parce que c'est bio que c'est bon non plus. Donc il y a des choses là-dessus à travailler. Et alors là, j'imagine bien que pour vous, acheteurs, c'est encore plus compliqué parce que du coup, il faut aller. Est-ce que bio, ça à la limite, il y a une certification, donc ça va. Mais c'est local. Mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est bien produit, etc. C'est pas si évident que ça. Donc il y a ce point-là. Et puis en rencontrant Jean-Marc, Aurélie, et puis tous ces gens que j'ai découverts et que maintenant j'adore, j'ai une admiration folle pour ce qu'ils font, c'est de leur dire mais attention, parlez aussi de ces races, parce que quand on parle de vin, on parle de cépage. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous vendre du vin sans vous parler des cépages de son vin. Et il y a des gens qui vous parlent de viande sans vous parler des races de la viande. Or, toutes ces races sont différentes. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres ? J'ai presque envie de dire non, mais elles sont différentes. Elles sont complètement différentes. Et je pense que dans le rôle de ces cuisiniers vraiment spéciaux que l'on a dans ce collectif, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, malheureusement, je pense, mais il y a ce rôle d'éducation qui va au-delà du fait maison. Je vais trop loin. Ouais. Mais je vais trop loin. Je reviendrai dessus après alors. Merci Arnaud. Mais en fait, quand on a parlé tous les deux, tu me disais qu'en fait la restauration collective, ça te paraissait quelque chose d'inatteignable pour valoriser tes produits. Et puis, effectivement, en rencontrant des gens comme Jérôme, comme des cuisiniers ici, tu t'es dit, finalement, ça a l'air solide parce qu'on a de l'expertise en cuisine derrière qui va pouvoir valoriser ces produits. Puis tu m'as dit aussi, il y a deux personnes qui n'ont jamais parlé sur le coup. C'est qui ? Il y avait deux personnes que tu as rencontrées qui n'ont jamais négocié les coûts. Ah oui, le prix. Alors ça m'épate. Alors moi, encore une fois, je viens du monde des affaires. Et là, on rencontre des gens qui veulent acheter nos produits sans nous demander combien ça coûte. Alors ça, ça n'existe nulle part. Et c'est pas que moi. Donc Isabelle, qui est là, qui a également fourni un porc pour ces 2 jours, elle m'a dit à quel prix ils veulent acheter. Mais j'ai dit, écoute, on n'en a pas parlé, donc on va faire le prix le plus raisonnable possible, enfin le prix qui correspond à quelque chose. Et alors là, j'ai découvert, je dis un mot là-dessus, parce que c'est tellement important pour l'avenir de l'agriculture. Isabelle, qui vient vraiment de l'agriculture, j'allais dire profonde, si tu me permets Isabelle, et elle calcule ses prix en fonction de dire, ça me coûte ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je lui ai dit, moi, venant de l'industrie, on ne calcule pas nos prix comme ça. On dit les gens sont prêts à payer ça. Donc si les gens sont prêts à payer ça et qu'on considère que ça vaut ça, le prix, ça va être ça. Et on s'arrange quand même pour que le ça soit supérieur à combien ça nous a coûté. Mais il y a une mentalité complètement folle qui doit changer là-dessus. Et par exemple, la viande de veau, je crois, se vend moins cher en carcasse que la viande de porc. Mais c'est ahurissant, quand vous achetez de la viande de veau chez votre boucher ou n'importe où, vous la payez plus cher que la viande de porc. Donc là, j'ai vendu mon veau au collectif un tout petit peu plus cher que la viande de porc, par principe. Parce qu'une vache fait un seul veau par an, une truie fait 12 cochons par an. Voilà, on ne parle pas de la même chose. Un veau, de la viande de veau, ça coûte plus cher
dans l'imaginaire que la viande de porc. Et un veau, ce n'est qu'un veau. Vous vous rendez compte, je gagne 1 000 € par vache par an. Mais il me faut combien de vaches pour vivre par an? Enfin, vous voyez, c'est des trucs tout simples. Donc, effectivement, et du coup, je crois que vous aviez raison en disant que vous faites confiance. Parce que oui, effectivement, on s'est dit aussi, nous, qu'on devait jouer le jeu et qu'on devait être au plus juste possible sans se dire, voilà. Alors que si c'était Carrefour en face, je pense que je me battrais autrement pour leur vendre plus cher. Ouais. Donc en vrai, Arnaud m'a dit, j'ai rencontré 2 personnes dans la vie qui n'ont jamais discuté les prix, c'est Etchebest et Jean-Marc. Oui, alors c'est vrai que nous, on vend effectivement à Etchebest, donc le restaurateur étoilé à Bordeaux, et lui, pareil. Et moi, je dis chapeau. Enfin, chapeau. Alors vous allez me dire, oui, mais il vend très cher, etc. Oui, mais enfin, il pourrait aussi négocier les prix de façon très sérieuse, parce que c'est de la promotion pour nous en termes d'image. C'est génial d'être chez un chef comme ça. Et ben jamais il m'a parlé de prix. Jamais. Donc effectivement, ce sont les deux. Ouais. On voit une dimension politique importante là. Jérôme, en fait, là, du coup, tu représentes les cuisiniers. Pour toi, ça change quoi de travailler des produits qui viennent du moulin, des produits de race ancienne, des viandes comme ça, nobles? Déjà, au niveau technique culinaire, est-ce que tu y trouves... tu m'as parlé de qualité, d'odeur, de plein de choses. Et tu m'as parlé de techniques spéciales pour les travailler, qui nécessitaient parfois de la formation. Déjà, dans l'idée, travailler des produits on va dire de haute qualité, ça change tout, quoi. Ça change tout, ça redonne du plaisir. Quand moi je vois dans mes frigos des cajots de tomates, des caisses de basilic, ou à côté dans l'autre frigo un demi-porc qui est pendu, que je sais qu'il vient de chez Monsieur Dussol à côté, qu'on sait que ça va être un produit qui va être extraordinaire, c'est un vrai bonheur de rentrer dans les cuisines, quoi. Et puis, on s'est... à travailler des produits comme ça, on a redonné du sens aussi à notre travail, à notre métier. On reprend plaisir à travailler. Ça change tout. Ça change tout. Tu m'as dit aussi que c'était une matière noble. Finalement, t'as moins de pertes d'eau. Ah ben oui, parce que c'est beaucoup moins trafiqué. Il y a beaucoup moins de produits qui sont injectés, comme dans les poulets industriels où qui sont piqués avec de l'eau salée que vous achetez. Non, c'est des tout autres produits. Les farines de Marie-Rose qui sont moulues de la veille, quand je les travaille le lendemain, ben c'est extraordinaire. Quand on ouvre le sac, il y a une odeur, il y a un parfum. Alors sur le parfum, sur le paquet de farine qu'on avait avant, qu'on achetait 50 ou 40 centimes, ça ressemble à rien, quoi. Ça a goût à rien, ça n'a pas d'odeur. Ça, voilà, quoi. Donc ça a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Tu travailles des carcasses entières aussi. Oui. Des carcasses entières d'agneau. Alors, on n'est pas boucher, on ne sait pas découper la viande, mais on la prend, on se fait violence et puis on y va. Et de toute façon, il faut le faire. Et puis, on applique des techniques de cuisson qui permettent de ne pas avoir un grand savoir-faire en découpe. C'est-à-dire qu'on cuit, on fait des cuissons de nuit. Donc, on met l'agneau quasiment entier dans le four et on le fait cuire toute la nuit. Ça, c'est des techniques de cuisson qui nous permettent d'avoir un rendu et très, très peu de pertes. Je vous donne un exemple, sur un rôti de bœuf, on fait des cuissons maintenant à basse température. Donc on cuit les rôtis de bœuf à 80 degrés pendant 3, 4, 5 heures des fois, tout dépend de l'épaisseur. Et on a une perte de même pas 5%. Alors qu'avant, en les cuisant à 180 degrés, on avait 25, 30, 35% de perte. Donc là, on retrouve vraiment toute la qualité avec ces cuissons. Et puis on s'y retrouve aussi sur le prix. Donc on commande moins, de la meilleure qualité, et au niveau financier, on s'y retrouve, quoi. Mais bon, on ne met pas ces matières-là dans les mains de n'importe qui, finalement. Il y a des techniques culinaires derrière assez expertes. Voilà, et puis n'importe qui ne va pas non plus acheter ces viandes-là. Si on ne sait pas les travailler, il ne faut pas les acheter, quoi. Et entre toi et Marie-Rose, vous m'avez parlé d'une histoire de petit couple. Oh. Ça y est. Ça y est. Ma femme est partie, c'est dommage que ça se dise maintenant. Ouais, en fait, de plus en plus, en fait, on se connaît. On a passé notre vie dans le même village, sans se connaître, sans se côtoyer. On savait même pas qu'on existait. Et en fait, comme je l'ai dit à Radio Périgord la dernière fois, je sais pas ce qui nous a rassemblés, si c'est la bio, si c'est la farine, si c'est Jean-Marc, si c'est Aurélie, si c'est le département. En tout cas, merci à tous ces gens-là
de nous avoir fait nous rencontrer, parce que on traverse et on vit une belle petite aventure, quoi. C'est très très bien. Donc voilà, tu l'as dit, les produits de qualité de Marie-Rose. Et Marie-Rose, toi, quel est l'intérêt que tu as à travailler avec la restauration collective? Et enfin, déjà, tu as cette confiance qu'on va valoriser de façon optimale tes produits. Mais est-ce qu'il y a des difficultés? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça fonctionne bien? Eh bien, ce que fait aujourd'hui la SCIC, c'est-à-dire la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille une farine, enfin, nous faisons une farine avec des semences anciennes sur des meules en silex et un moulin du XIVe siècle, sans additifs, sans conservateurs, avec une farine qui développe peu et surtout du bon gluten, mais ça demande un savoir-faire. Voilà, et je crois que c'est là où on se rejoint tous les deux, c'est que voilà, il faut savoir travailler ces farines comme ces belles viandes. Donc ça veut dire qu'il faut repasser par la case formation. Ça c'est vrai, et tout à l'heure dans l'atelier on a pu échanger avec le groupe. Je crois que voilà, après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie agroalimentaire a pris la main sur nos cuisines, nos savoir-faire. Ils nous ont dit que nous étions des ringards, et sur le coup, plus donc cette agriculture qui s'est intensifiée. Et puis on a perdu le goût, la valeur de ces bons produits. Et puis moi, j'ai rencontré Jean-Marc il y a quelques mois, et il parlait, il disait la même chose que moi, c'est-à-dire l'autonomie alimentaire des territoires. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est que si on veut ne pas être bousculé par les problèmes mondiaux pour pouvoir s'alimenter demain de façon correcte, eh bien, il faut faire vivre nos agriculteurs, il faut acheter chez nos agriculteurs. Mais comme vous disiez très justement, c'est pas parce que c'est local que ça ne doit pas être bon, de qualité, mais on sait faire. On sait faire, parce qu'on a une certaine éthique. Pour moi, l'alimentation, c'est la qualité de la nourriture, mais la qualité de ma santé. Et moi, en tant que productrice, je veux vendre, puisque comme vous, j'ai besoin de vivre, mais je veux vendre un produit sain, bon, et que nos enfants, mais nos aînés, j'ai entendu ça à la fin de la table ronde tout à l'heure, il n'y a pas que les enfants, même si en effet c'est très très important. Mais tout à l'heure je discutais avec une dame sur les centres hospitaliers ou dans les EHPAD, où on va donner une mauvaise nourriture, parce que là aussi il y a des problématiques de salariés, etc., de gens formés, mais en même temps, on va leur donner des pilules pour compenser un mauvais repas. Donc voilà, c'est tout ça, moi, qui me parle. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi dans nos échanges, c'est que tu utilises vraiment des techniques ancestrales avec cette meule de silex alimentée par un petit cours d'eau. Mais par ailleurs, tu utilises des techniques de pointe en sciences, parce que tu vas vraiment étudier la force des protéines. Tu peux nous parler de ça et de tes semences paysannes et de la biodiversité Oui, parce qu'en fait, dans ce projet, on a travaillé l'amont tout autant que l'aval, c'est-à-dire les semences paysannes pour avoir des glutens de bonne qualité, des farines de bonne qualité, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on fait l'impasse sur la qualité technique. Et en effet, on calcule la force de nos protéines, c'est-à-dire la capacité à faire des pains ou des pâtisseries qui lèvent et qui sont techniquement intéressantes. Parce que en même temps, moi, je vis pas en dehors de mon temps. Je sais aussi que les consommateurs et les professionnels sont demandeurs d'un produit local, bio, mais aussi technique et qualitatif. Donc c'est à nous, les professionnels, et c'est normal qu'on nous fasse confiance, parce que c'est à nous à aller chercher la qualité. Mais c'est pas parce qu'on fait une farine dans un vieux moulin qu'on ne peut pas faire une bonne farine. Au contraire même, voilà. Donc Serge, qui s'occupe de la production, est
boulangers pâtissiers de métier. Donc c'est vrai que la farine, c'est une matière qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance. Donc voilà, on a aussi au moulin les capacités techniques pour apporter à nos cuisiniers, mais aussi aux boulangers, mais aussi à tout un chacun qui veut faire son pain ou sa pâtisserie, une bonne farine technique, mais aussi une bonne farine pour la santé. Alors Serge, est-ce qu'on pourrait avoir ton point de vue sur cette disparition de métiers et ces métiers extraordinairement experts qui, en même temps, sont une forme de résilience pour notre transition à tous? Moi, là, j'écoute et je suis en admiration. Donc, le Serge dont elle parle, malheureusement, c'est pas moi. Bravo Serge. Être pâtissier, voilà, c'est un des rêves que je réaliserai dans une autre vie. Oui, moi je pense que ça vient d'être dit, parfaitement bien dit, donc je ne sais pas si j'ai besoin de répéter. Si on veut être résilient par rapport à ce qui va nous arriver avec la crise écologique, le changement climatique et la perte de biodiversité, etc., il va falloir s'appuyer sur ces savoirs-là, qui sont des savoirs à la fois ancestraux, mais qu'on a perdu parce qu'on a perdu beaucoup de savoir-faire et en même temps des connaissances en biologie qui nous permettent de répondre à des exigences plus pointues. Moi, je suis juste admiratif par rapport à ça. J'écoute et j'ouvre grand mes oreilles et je dis bravo. Bravo. C'est facile d'acheter des produits comme ça dans ton collège. Il peut y avoir des freins ou c'est plus comme une équipe de sport, comme tu me disais? Oui, c'est ça. En fait, les seuls freins qu'on rencontre dans les établissements scolaires viennent souvent de la direction. Moi, j'ai énormément de chance parce que j'ai une principale qui s'occupe pas de nous. Enfin, c'est pas qu'elle s'occupe pas de nous, mais elle nous laisse totalement faire. On a une intendante qui est à fond derrière nous, qui nous soutient, qui nous encourage, qui encourage le personnel, qui fait attention à la santé du personnel en utilisant des produits de grande qualité, éco-labellisés, éco-certifiés. Donc oui, j'ai eu une émulation aussi avec le personnel. On en parlait aussi ce matin, le taux d'absentéisme à Saint-Cyprien est de 0. On a eu 0 jour d'absentéisme depuis que je suis là-bas, depuis le 1er septembre. Donc après, travailler des produits, ça va vite. Travailler des produits comme ça, non, ça fait pas peur et on va en travailler de plus en plus, même s'ils sont chers. J'achète des fromages à 25 € le kilo, donc acheter des viandes à 15-20 € le kilo. Des truffes, j'ai aussi fait des truffes, oui, à Noël. Filet mignon de veau avec des truffes râpées dessus pour les élèves. Donc non, travailler des produits comme ça me fait pas peur. Après, ça sera pas tous les midis, ça c'est évident. Mais sur des opérations coup de poing comme ça, il faut. Mais il faut aussi avoir le dialogue et le discours qui va avec le produit. On ne peut pas mettre un produit de grande qualité sans en parler aux élèves, sans faire des petites opérations coup de poing en sortant à la récré. Ça, je le fais aussi souvent sur n'importe quel produit, sur juste le fait de faire une sauce. Quand je fais une sauce, je prends un petit bol et je sors à la récréation et je fais goûter à 10, 20 élèves. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'y rester des heures. Et après, ça fait tache d'huile dans la cour. Quand ils rentrent, ils ont l'impression d'avoir participé un petit peu à l'élaboration de la recette. Donc non, travailler des produits comme ça, non, ça va se faire. Hein. Serge, je pense que tu as envie de réagir, Serge. Oui, dans les choses qui m'ont beaucoup frappé, c'est la place de la relation. Là, il vient d'en parler, Jérôme, de la relation aux jeunes mangeurs. On a parlé ce matin des relations avec les administrations et à l'intérieur des équipes, mais le grand mot de cette expérience, c'est la relation. C'est-à-dire les gens qui entretiennent des vraies relations humaines, et tout d'un coup, ce n'est plus le coût et le prix qui est au centre, c'est l'humain, et comment l'humain va faire que non seulement on va avoir du plaisir à être ensemble, mais on va avoir du plaisir à manger, on va avoir simplement du plaisir à être. Avec le coup, on est sur les histoires d'avoir, et là, on est sur les histoires d'être. Et ça, c'est juste la vie, quoi. C'est-à-dire que on est dans un autre,
on a vraiment une autre proposition de société. On est dans une société qui est plus exactement celle qu'on nous sert à la télévision ou dans les discours sur le management et sur l'économisme et sur toutes ces choses-là. Et là, quand on écoute Marie-Rose, c'est ça, Marie-Rose sur son moulin du XIVe siècle, on voit bien que là, on a une histoire d'imaginaire qui est en jeu. Hein, la plupart des gens vont réagir en disant « Oh là là, au XIVe siècle, il nous propose le retour au Moyen-Âge. » Et donc, on a des imaginaires qui se combattent les uns les autres. Hein, et je me rappelle, si je peux raconter une petite histoire, quand je suis arrivé dans cette histoire, je ne connaissais absolument rien à la restauration collective. On m'a demandé d'écrire quelque chose là-dessus et de réfléchir aux enjeux autour de ça. La première chose, le premier moment que j'ai eu à vivre, c'est d'aller à la remise du label de Nontron pour la certification 100% bio à Nontron. Et puis voilà que je rencontre Olivier Rollinger. Olivier Rollinger, voilà, dans l'imaginaire, c'est la grande cuisine, 3 étoiles. Et alors je lui dis, mais là, vous êtes là, la grande cuisine, c'est un imaginaire de l'individu. C'est un imaginaire de l'individu roi. Ça correspond exactement à notre société, c'est-à-dire le grand cuisinier qui est médiatisé, que tout le monde connaît, etc. Qui est-ce qu'on connaît comme cuisinier de restauration collective dans les médias ? Zéro. Voilà, la restauration 3 étoiles, on en connaît plusieurs, et on leur tend les micros, et ils sont valorisés, etc. Et c'est des gens extraordinaires, on parle de leur talent, on a des articles dans les journaux, tout ça. Pareil pour le client. Le client, il paye tellement cher que, on est aux petits soins avec lui, on le sert à l'assiette, etc. C'est un imaginaire de l'individu roi. La cantine, dans l'imaginaire de la plupart des gens, c'est les grandes bassines avec les grandes louches, et on sert à la louche, et vas-y, et les enfants qui crient, etc. On a un imaginaire de la masse. Et alors là, je dis, mais là, on a Rollinger à Nontron. Non, moi je l'ai rencontré à Nontron. Et je lui dis, mais si, c'est à Nontron. J'étais pas à Montpont, moi, donc c'est pas possible. Donc, il était déjà à Montpont, mais il est revenu à Nontron. Et donc, je dis, mais cherchez l'erreur. Il y a un choc d'imaginaire. Et alors là, il me raconte une histoire. Il me dit, vous imaginez pas à quel point vous avez raison. On est dans la haute gastronomie, dans un modèle de l'ego, dans un modèle de la glorification de l'individu. Et il dit, une fois, il m'est arrivé, alors il m'a autorisé à raconter cette histoire, donc je la raconte dans le bouquin, et donc je peux vous la raconter là. Et il est arrivé un jour de ne pas être content de ce qu'il avait fait. Et il trouvait que, alors, ça allait pas, il était en colère contre lui-même. Et dans ce cas de figure, il a un arbre auquel il s'adresse et qu'il va voir dans son jardin, auquel il parle et qu'il apaise et avec qui il a une relation particulière. Il a pas un rapport aux animaux, mais un rapport à cet arbre. Et sa femme revient le voir en lui disant, mais t'inquiète pas, les gens sont ravis, ils sont super contents, ils trouvent que le plat est extraordinaire. Et alors il dit, mais vous n'allez pas me croire, mais je me suis mis à engueuler ma femme en lui disant que j'étais le seul à être capable de juger si c'était bon ou si c'était pas bon. Et à un moment donné, il me dit, mais on devient fou dans ce métier. C'est-à-dire que la cuisine, c'est de la relation, c'est du rapport à l'autre. Alors, il a une très belle expression où il dit c'est permettre à l'autre de poursuivre sa vie. C'est-à-dire, on nourrit l'autre, c'est-à-dire, on lui permet de continuer à vivre. Et donc, là, tout d'un coup, avec l'ego qui a pris une dimension extraordinaire, on a perdu ce caractère relationnel. Et ben, moi, ce que j'ai trouvé dans la cuisine de restauration collective en bio, c'est qu'on met la relation au centre. Et alors, du coup, on n'est plus dans l'imaginaire ni de l'individu roi, ni de la masse. On est dans quoi ? On est dans la construction d'un autre imaginaire. Et là, l'histoire du XIVe siècle ou pas XIVe siècle, on est dans quelque chose qui
construis un autre imaginaire. Quel autre imaginaire il est question? Un imaginaire de la coopération, un imaginaire de la solidarité, un imaginaire du vivre ensemble, un imaginaire de choses qui sont à la fois bonnes et qui respectent l'individualité de tout le monde. C'est ce que raconte Jérôme en parlant des enfants. On est dans le respect des individus et en même temps dans la coopération. On n'est pas dans l'individu roi de cette société capitaliste là, qui nous dit il faut être le meilleur et il faut être absolument en concurrence les uns avec les autres. On est dans la coopération et on n'est plus non plus dans la masse où on est noyé. Qui est-ce qui a envie d'être noyé dans la masse? Personne, on a envie d'exister. Et là, tout d'un coup, il y a la construction d'un autre imaginaire. Eh bien, moi, ce que j'admire là dans ce que vous faites, c'est ça. On construit un autre imaginaire qui ne correspond pas du tout à notre société technophile et hyper high-tech, etc. Là, on a de la low-tech, et excusez-moi pour l'anglicisme, on a de la technicité qui est ultra savante, mais qui n'est pas sur la technique telle qu'on nous la vend tous les jours dans cette société-là. Donc, et alors, encore une fois, moi je dis bravo, je suis en admiration devant ce que vous faites. On peut peut-être applaudir. Arnaud, quand il y a eu le mot truffe de dit, là, tu as voulu réagir? Non, déjà merci à Serge de mettre des mots intelligents sur, je crois, ce qu'on ressent tous. Et ça fait du bien, quoi. Ça nous fait monter un petit peu, alors que souvent, c'est les tripes qui parlent. Et quand j'écoute Jérôme, effectivement, encore une fois, j'en ai marre, moi, de ces gens-là, parce qu'à chaque fois, ils me tirent les larmes des yeux, ces gens-là. Pour des mots que vous avez dit, c'est-à-dire cette humilité. Mais ceci dit, croyez-moi ou pas, mais avec Philippe Etchebest, j'avais la même humilité. C'est-à-dire que quand il vient chez moi voir les animaux, etc., franchement, c'est pas le cauchemar en cuisine de M6. Hein. C'est le gars qui réfléchit à ce qu'il va pouvoir faire et comment bien le faire, etc. Mais pour en revenir à vous, enfin, beaucoup de ceux qui sont là, à chaque fois, c'est cette humilité et puis cette relation. Et moi, mes animaux que j'aime, qui vont être transformés en viande, mais j'ai envie qu'ils soient dans ces mains-là. J'ai envie le prix, et je pense qu'on partage ça, à la limite on s'en fout, mais prenez-les, faites-en des belles choses. J'ai envie que les enfants de votre collège aient du filet mignon de Méveau bordelais avec des truffes, et puis s'il vous plaît, expliquez-leur à ces enfants ce que c'est, pourquoi cette race elle a disparu, pourquoi c'est important, etc. Donc encore une fois, oui, moi à chaque fois, ça me voilà, vous me tirez les larmes des yeux à chaque fois, parce que j'ai en face de moi des gens qui continuent mon travail, qui donnent vraiment c'est pas du travail, c'est des gens qui donnent de la réalité à cette passion que j'ai. Donc j'ai toujours envie de vous dire merci. Alors effectivement, tu as prononcé le mot de transmission, d'éducation. Tu m'as dit qu'effectivement, tu avais aussi cette immense joie de pouvoir transmettre des connaissances aux cuisiniers qui après va pouvoir les transmettre aux mangeurs. Manger, ça fait grandir. Ça, c'était Serge qui me l'a dit aussi. Grandir intellectuellement pour le coup, parce que là, on va avoir non seulement un équilibre alimentaire de qualité, une éducation nutritionnelle, des vraies valeurs nutritionnelles supérieures, puis aussi cette éducation à cette consommation responsable, à connaître vos métiers, pourquoi pas à provoquer chez eux des envies de faire vos métiers. Et là c'est plutôt chouette. Parce que c'est vrai, voilà, qu'en utilisant des semences paysannes et des races anciennes en restauration collective, mais de la crèche aux EHPAD, et on valorise finalement ce patrimoine matériel et immatériel au sens culturel. Ok, donc ici nous sommes à Cadouin, donc haute valeur historique aussi sur ce lieu classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Finalement, il y a plusieurs façons de valoriser un patrimoine comme ça. Soit on peut en faire un musée, soit aussi on peut le faire vivre à la lumière des enjeux de notre société, et pourquoi pas faire des actions pédagogiques et un centre de formation où Marie-Rose se verrait peut-être enseigner. Oui, Jean-Marc m'a dit qu'il y avait un four. Ce matin, tu m'as dit, plutôt que de faire dans ta cuisine, viens à Cadouin.
Ah ouais, eh ben d'accord. Allez. Excuse-moi, il n'y aura pas que toi. Et du coup, c'est vrai, Arnaud, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais ce serait l'occasion de remettre du vocabulaire sur tout ça, parce que tu fais souvent le parallèle avec le vin. Il y a tellement de vocabulaire pour chacun d'entre nous avec le vin, et finalement, déjà, on se rend compte qu'on ne connaît pas les races de vaches, et puis alors, de là à mettre du vocabulaire sur la nutrition en mangeant de la viande, tu veux nous parler un petit peu de ça ? Alors ça, c'est quelque chose qui m'épate, mais enfin qui me désespère. C'est que je suis sûr que si vous mangez un bon morceau de viande, vous allez dire c'est tendre, vous allez dire c'est persillé, parce que ça en général on le dit parce que ça fait bien, enfin on sait dire persillé. Donc tendre, persillé, et puis en gros ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres mots. Et quand vous écoutez les gens du vin, il y a un tel vocabulaire, et d'après moi, alors là je vais vous laisser mettre encore une fois de l'intelligence sur ça, mais il y a un tel vocabulaire, il y a une vraie culture derrière. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît pas trop le vin ou autre va prendre le verre, le regarder la couleur, etc. Et puis dire des mots, enfin, qui va accompagner ça. Et sur la viande, on a perdu ça. On ne sait pas quoi dire. Et pour moi, c'est terrible à partir du moment où il n'y a plus de vocabulaire, où on ne peut plus parler de quelque chose. Il y a un vrai problème. Et j'aimerais bien travailler avec vous, encore une fois, enfin, pour revenir là-dessus. Et avec des gens, encore une fois, là, qui techniquement connaissent très très bien, les diététiciens, diététiciennes, le gras, retravailler sur le gras. Et quand j'entends, alors moi je me bats tous les jours à essayer d'expliquer, y compris à mes enfants, qu'il faut manger un peu de gras, et bref, vous voyez probablement tout ça, qui enlève le gras à la maison, ça me rend malade. Et juste un petit truc sur le gras, c'est que pour un éleveur qui gagne pas énormément d'argent sur chaque animal, s'il enlève le gras ou s'il vend son gras, ça change tout en termes de profitabilité. Et alors quand j'entends hier une diététicienne qui me dit mais si, mais bien sûr qu'il faut manger du gras, et puis il y a le bon, mais je me dis mais dites-le s'il vous plaît. Travaillons ensemble pour que ce message passe, que ce message soit expliqué, etc. Alors souvent, nous on le dit, c'est du bon gras, mais enfin j'en sais rien, ce que c'est que le bon gras et le mauvais gras. Et il y a des gens qui savent ce que c'est que le bon gras et le mauvais gras. Donc vous parliez de coopération tout à l'heure. On dit le gras c'est la vie en fait. Voilà. Donc donnez-moi les arguments, voilà. Je demandais alors en plus ayant un passé un peu scientifique, j'ai besoin de lire, de savoir, etc. Mais ça change tout. Et vous vous rendez bien compte que si on peut faire du saindoux, par exemple, utiliser le saindoux au lieu d'utiliser l'huile qu'on ne trouve plus parce qu'elle vient soi-disant d'Ukraine, utiliser du saindoux pour la cuisine, mais vous changez la vie des agriculteurs et des éleveurs derrière. C'est quand même, vous avez un pouvoir. Alors, je dis vous en tant que cuisinier ou influenceur, mais vous avez un pouvoir sur ce qui se passe derrière dans l'agriculture et donc dans nos villages et donc dans la ruralité, mais qui est immense. Et je pense que c'est pour ça, parce que la première fois que j'ai rencontré Jean-Marc, j'ai dû être capable de parler plus. Alors maintenant, évidemment, c'est le truc qui est renversé, mais j'ai dû être capable de lui balancer tout ça. Et là, il a dû se dire, bon, alors hop, il a repris le pouvoir tout de suite, mais il a entendu ça, il a entendu le fait que, oui, il y avait des choses, et que oui, le rôle de ces gens-là, ça va bien plus loin que de bien nourrir les enfants. Ça va faire vivre une autre agriculture, un autre type d'agriculture, et donc des villages, et donc de la ruralité. Enfin, c'est énorme. Et donc là, on en est au vocabulaire, et soit dit en passant, dans la graisse de canard, il y a de la vitamine D. C'est un truc incroyable, mais... Non, je voulais rebondir sur le vocabulaire. Moi, j'ai le même problème, et j'en parlais tout à l'heure à l'atelier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable, et surtout le minotier, puisque les meuniers, il n'y en a plus, les minotiers ne parlent jamais de la spécificité de la semence. Voilà, Corazan, bleu rouge de Bordeaux, enfin tout ça, ça a disparu. Et j'ai expliqué tout à l'heure que nous, notre métier, c'est à la fois de faire de la diversité dans le sol, puisqu'on sème des populations, c'est-à-dire un collectif de graines, de blé en particulier. On fait aussi des lignées pures parce qu'on cherche de la technicité, mais par contre,
au moulin, on va faire de l'assemblage, et là c'est bien un mot que l'on prend à la viticulture, de façon à avoir une qualité ou une technicité particulière. En tous les cas, c'est vrai que dans ce centre de formation, c'est vrai qu'on puisse mettre sur plusieurs métiers de la transversalité, c'est-à-dire de la connaissance apportée au consommateur, parce qu'il a le droit et nous avons le devoir de communiquer sur ce que nous faisons. Et je crois que c'est comme ça aussi que nous pourront avoir un élément différenciant dans un monde concurrentiel. On n'en a pas parlé, mais dans l'agriculture aujourd'hui, et vous le disiez très bien, on est concurrents au lieu d'être en collaboration ensemble pour travailler sur un projet commun. Et ça, c'est bien dommage. Et en tous les cas, voilà, moi, je vous rejoins tout à fait sur mon métier. Donc une opportunité incroyable s'offre à nous, un lieu de formation avec vous qui pourriez enseigner. Mais toi, Serge, tu me parlais des objectifs d'enseignement particuliers. Je me rappelle plus ce que je t'ai dit, mais... Tu me parlais, d'accord, mais enseignement de la paysannerie, enseignement politique. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que je n'ai pas parlé de philosophie, par exemple, mais j'aurais pu, puisque c'est ça ma formation. On est dans un pays qui a vu un des plus grands philosophes de tous les temps, qui s'appelle René Descartes. Mais alors René Descartes, il nous a fait beaucoup de bien, mais il a fait aussi beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'on est sur le « je pense donc je suis », et donc l'être ne serait que par la pensée. Alors que moi, ce qui me plaît dans la cuisine et dans ce rapport avec tous ces cuisiniers merveilleux dont tu parles et que j'ai rencontrés, merci à chacun d'eux, c'est qu'on est dans une autre façon d'être. Et moi, j'ai envie de dire plutôt, je mange, donc je suis. C'est-à-dire que, et alors là, on change complètement, pas seulement le regard, mais on change la façon de penser le monde, hein, et de dire que remettre de la corporéité, c'est-à-dire remettre le corps au centre de nos vies, eh bien, c'est effectivement parler des animaux, c'est parler des végétaux, et c'est parler de la cuisine. Avec l'alimentation, on a un vrai projet de société. Et donc, il faut remettre du politique. C'est un projet civilisationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement on mange mieux ou on mange moins bien, il faut manger sain pour qu'on soit en bonne santé. Dire ça, c'est déjà poser des questions de civilisation. On est parti dans une civilisation, et encore une fois, c'est Descartes qui nous a amené là-dedans, qui est sur la technique, des moteurs, la technique là maintenant avec l'informatique et le numérique, mais du coup on a oublié les corps. Alors évidemment, façon Descartes, je pense donc je suis, il n'y a plus besoin de corps puisque c'est simplement la pensée. Là, on nous dit, et on n'a même pas besoin de le dire, on le vit. C'est le corps qui va être le premier dans la façon d'être en relation avec le monde. Parce que le corps, non seulement c'est ce qui nous permet d'être en termes d'un individu dans un contenu plus général qui serait le monde, mais c'est ce qui nous permet d'avoir l'expérience du monde. C'est notre premier contact avec l'extérieur. Donc là, vous avez eu un échantillon d'une très belle articulation et il prouve que c'est possible, il maîtrise les coûts, il valorise les produits de qualité au pluriel. Et puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'ils sont tous d'une très grande simplicité et d'une très grande humilité. Alors qu'en fait, ce sont vraiment des personnes extraordinaires. Donc, vraiment bravo. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ? Oh, là, vous avez été... Ou alors on les endort. Vous dormez ? Il fait chaud, c'est vrai. Oui. Tu veux le micro ? Tu veux le micro ? Ouais. Au risque d'être à nouveau celle qui empêche de tourner en rond, j'aimerais savoir, au niveau de la paysannerie, des paysans, combien sont les paysans en Dordogne qui vivent de leur agriculture,
sans que leur femme soit secrétaire, infirmière, assistante, quoi que ce soit, et qui arrivent encore à en vivre sainement, comme il faut. Honnêtement, à nourrir leurs gosses, à les envoyer en colonie de vacances. Voilà, parce que moi j'ai vécu ça et c'était les années 90, donc il y a eu énormément d'agriculteurs qu'on met la clé sous la porte, dont nous. Et il s'est trouvé que moi j'étais dans un autre boulot et j'ai fait vivre la famille. Est-ce qu'il y a maintenant des paysans qui s'en sortent? Je serais ravie de l'apprendre. La restauration collective pourrait être une solution finalement, si elle est cohérente. Alors, je ne peux pas vous répondre comme un représentant de la FNSEA ou de je sais pas qui, là. C'est pas vraiment ça. Non, ce que je peux vous dire, moi, c'est que quand on a un seul client à la fin qui achète son lait, et il y a des représentants ici, ou qu'un seul client qui achète sa viande, c'est impossible. Ça n'existe pas. Dans toutes les autres industries, vous n'acceptez jamais d'avoir un seul client qui vous achète vos produits. Donc, ce modèle-là, le modèle existant aujourd'hui, malheureusement encore supporté, ou je ne sais pas comment dire, j'espère qu'il y a personne ici, par les chambres d'agriculture et par la FNSEA, c'est mort. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, il faut être très clair. Et alors, j'entends Jean-Marc et tout le monde dit oui, il a raison, il ne faut pas trop choquer, trop lutter. Sur cet aspect-là, moi je crois qu'il faut vraiment être militant et le dire. C'est-à-dire que le modèle actuel de l'agriculture est mort. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas avoir un seul client, il faut avoir plusieurs clients. Mais derrière ça, il y a des problèmes dont on a parlé. C'est effectivement difficile de demander à quelqu'un, même à un couple, enfin une famille, qui élève les animaux, qui fait de la culture, etc., qui transforme et de tout faire. Je suis bien réaliste. C'est difficile. Effectivement, la restauration collective peut être un truc énorme. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant qu'éleveur, bien faire votre travail, avec, comme je le disais tout à l'heure, un nombre d'animaux moindre pour avoir le temps de passer du temps avec eux, de faire de la qualité et de ne pas vous perdre sur 200 hectares parce que vous allez passer votre temps sur un gros tracteur énorme. Vous pouvez faire ça et puis tout d'un coup, il y a des gens, et alors il y a des mangers bio, etc., qui vous organisent ça avec des gens qui sont prêts à acheter à un prix raisonnable à l'autre bout. Mais là, moi, je me dis, c'est peut-être pas pour moi parce que pour l'instant, j'arrive à faire l'ensemble. Mais pour plein d'autres éleveurs et pour des jeunes, ça peut être un appel d'air extraordinaire. Extraordinaire. Donc, je vois une lueur de quelque chose là. Alors, je précise qu'à l'échelle nationale, environ 67% de la viande en restauration collective est importée. Donc, du coup, si la restauration collective devient cohérente, on peut quand même renverser ça. Ce que je peux rajouter, c'est Germinal, on l'a évoqué brièvement ce matin et c'est un peu passé comme ça. Et moi, je souhaite un peu insister, c'est que ce projet-là de cantine bio locale inverse la logique économique du système. La logique économique du système, c'est on produit le plus possible et donc on fait de l'offre et on va essayer de chercher sur le marché avec un grand M qui est sacralisé, le marché, machin, la possibilité d'écouler sa production. Et donc, c'est un système qui fonctionne sur l'offre. Là, la proposition est complètement inversée. C'est un système qui fonctionne sur la demande. C'est-à-dire que c'est la restauration collective qui va tout d'un coup avoir besoin des producteurs et qui va aller chercher, moi j'ai besoin de ça, etc. Et du coup, on peut installer des relations telles que celles que tu décris, c'est-à-dire à la fois de confiance, de stabilité et de sécurité de l'échange qui va faire que tout d'un coup, le système est complètement transformé, changé de l'intérieur. Et cette petite chose-là, passer d'un système de l'offre à un système de la demande, bah, ça change tout. Et puis Arnaud aussi, tu m'avais fait part d'une potentielle difficulté pour approvisionner la restauration collective avec ces problèmes de calendrier, d'échelonnement, mais que ça, là aussi, tu aurais une solution finalement. Alors moi, je la connais pas, mais des gens d'AgroBio, de Manger Bio, enfin de Cap 24, etc., le connaissent et ont travaillé dessus et ont de l'expérience depuis de nombreuses années. Effectivement, quand on est tout petit, d'abord, quand on est tout petit, on n'a pas trop de mal à vendre, en fait, parce qu'on a des petits volumes. Évidemment, c'est quand on grossit, quand on se retrouve avec 100 veaux à vendre tous les ans, ça devient plus difficile. Moi, j'en ai 14-20, j'arrive à vendre. Mais
si Jérôme me demande 2 veaux toutes les semaines, ça doit pas être ça quand même, enfin, je peux pas fournir. Donc il faut travailler, on retrouve le côté collectif, le côté coopératif, où on retrouve aussi, du coup, quelque part où on peut, nous, petits producteurs, amener nos produits, que ces gens-là fassent le nœud et la liaison entre nos petites productions et des gens qui, eux, vont acheter. Donc, en fait, on va recréer, tenez-vous bien, on va recréer les coopératives agricoles des années 60-70 et on va recréer les supermarchés parce que, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va, je caricature, hein, je vous rassure, mais on va recréer des lieux comme ce que fait Manger Bio, même si je connais très très peu, où ces gens-là vont réunir les productions pour les offrir à des clients. Donc je pense que c'est faisable. Tout seul, on ne peut pas, mais collectivement, on peut. Par contre, Marie-Rose, tu m'as dit interdiction de... Je ne peux pas augmenter ma production. Hein, c'est... Ah ben là, oui, voilà. Mais en même temps, l'idée là, que ce soit, et si mon père était là, il le dirait, l'important c'est de restaurer plein de moulins. Pas que le moulin de l'évêque devienne plus gros. Ce qu'il faudrait, puisque c'était le 3e patrimoine français après les églises et les châteaux, il y a un domaine à sauvegarder au point de vue du patrimoine historique. Voilà. Donc, et il y en a plein en Dordogne, mais il y en a partout. Voilà. Ouais. Oui, là, en fait, on retrouve les meules au milieu du jardin avec un géranium à l'intérieur. Hein. Aujourd'hui, c'est ça les moulins. Et puis, on n'a pas eu le temps de parler, mais de l'enjeu de l'eau. Hein. Évidemment, moi, les questions environnementales sont des questions qui me touchent énormément. Voilà. Et la question de l'eau aujourd'hui, pour un moulin à eau, c'est juste primordial, quoi. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, je voulais rebondir sur votre question ou votre constat. En tous les cas, je partage ce que disait Serge, c'est qu'il faudra une autre proposition, et même vous, une autre proposition agricole pour que les choses changent. Voilà. Et ça, on pourra le faire, mais collectivement, de l'amont à l'aval, ça sera possible. Mais c'est une question collective. C'est pas... voilà. En tous les cas, les modèles économiques tels qu'ils sont proposés aujourd'hui dans notre société de consommation ne vont pas dans ce sens-là. Mais en même temps, on a mis le braquet tellement fort d'un côté que sûrement, il va y avoir un effet de balancier à un moment. Enfin, moi, j'y crois. Voilà. Une question ? C'était juste pour répondre à madame sur la question de est-ce que les agriculteurs vont mieux qu'il y a 30 ans. En fait, je suis Marine Julien, je suis la directrice d'AgroBio Périgord, le groupement des agriculteurs bio de Dordogne. Du coup, je pense que j'ai pas la prétention d'avoir la réponse à cette question. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un plan de licenciement massif sur les 30 dernières années du modèle agricole qui est catastrophique. On a diminué par plus de 10 le nombre d'agriculteurs en France. Et on est toujours sur la même tendance. Si on veut voir le côté positif des choses, d'un point de vue territoire, la Dordogne reste un grand territoire d'accueil. Et on a la chance, du coup, d'avoir justement pas mal de partenaires, notamment associatifs, où on travaille à l'accompagnement, à l'installation. Le département aussi travaille beaucoup là-dessus. Et donc, à accompagner des agriculteurs et des agricultrices vers un modèle qui souhaite heureux, en fait. Nous, on est là pour... notre boulot au quotidien, c'est d'accompagner des gens pour un projet politique où leur vie, c'est pas de cravacher comme des fous, d'avoir des emprunts jusque-là et au moindre retournement de veste d'un client, d'être à genoux et de devoir tout vendre. Du coup, ce qu'on essaye de défendre, c'est la question de où est la valeur ajoutée et la question du partage de la richesse. Et ça, c'est sûr que, on a vraiment un ennemi commun entre acteurs de la restauration collective, acteurs du monde agricole. C'est l'agro-industrie qui a détruit en fait ce modèle de partage de la richesse et de la valeur ajoutée, qui a déconnecté le consommateur et le producteur. Et ce qu'on s'emploie à faire, c'est d'essayer de recréer ces liens à chaque niveau. Et c'est ça qui est très beau aujourd'hui, c'est de voir que chacun, on représente tous une part de ce modèle. Et comment
Enfin, je pense que manger bio est un excellent exemple de ça. C'est de se dire que bah oui, on est capable. C'est peut-être ça qu'on est en train de faire, recréer les coopératives des années 60 ou 70, mais où la gouvernance elle est partagée. C'est-à-dire que c'est pas les salariés et les actionnaires qui décident du prix, c'est les producteurs qui disent bah nous pour vivre on a besoin de ça. Ok, bah donc commercialement, on va aller discuter avec les cuisiniers et on va leur expliquer pourquoi les producteurs ont besoin de ça. Et c'est vraiment Enfin, on a beaucoup de chance, encore une fois, en Dordogne, d'avoir autant d'acteurs autour de la table. Et donc, je pense qu'en tout cas, il y a un message un peu d'espoir sur les années à venir. Voilà, c'était très certainement hyper dur dans les années 90-2000. Mais là, on est en 2022 et il y a une énergie folle sur ce territoire qu'il faut vraiment qu'on continue à encourager. Merci. Alors, David Boucard, mon JB au Périgord. Comme on a été cité plusieurs fois, je vous remercie. Donc c'est bien que les messages ont été transmis. En effet, on travaille, c'est encore une fois pour répondre à votre question, sur le calcul du prix aux producteurs. Et là où il faut qu'on soit aussi extrêmement vigilant, et c'est un message politique cette fois-ci, c'est sur le coût d'achat qu'on demande de respecter aux acheteurs. Enfin aux acheteurs, donc cuisiniers, gestionnaires, etc. Donc attention à ce coût d'achat, parce qu'indirectement, par effet cascade, ça nous oblige à travailler le coût d'achat producteur. Et une pression trop importante sur ce coût d'achat, vous l'avez dit, vous n'avez pas cette contrainte, c'est pas le cas partout. Essayons de le faire dans tous les collèges, et même rêvons un peu dans les lycées de Dordogne. Voilà. Mais en tout cas, on y travaille, mais c'est vrai que c'est pas facile de construire un prix. Ouais, merci. Une réaction, une question? Ah. Oui, moi je voudrais mentionner quelque chose au-delà de la restauration collective, parce que je crois que quelque part ça fait aussi partie du projet, peut-être dans une deuxième phase, c'est la restauration commerciale. Parce que nous, et ça répond un peu à ce que vous disiez madame aussi, on a une activité touristique sur la propriété, parce que je crois beaucoup justement à équilibrer un peu les choses et avoir, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on reçoit des touristes, et quand on veut les envoyer manger quelque part, on ne sait pas où les envoyer. Alors, je fais attention de public à qui je dis ça, mais je considère qu'on mange mal en Dordogne. Je considère qu'il y a d'autres régions de France où on va dans le Lyonnais, les bouchons lyonnais, on a l'impression qu'on mange bien partout. Chez nous, vous allez à Sarlat, vous envoyez des touristes. Alors évidemment, les Périgourdins, là, ça y est, là, ça y va. Mais si, on mange bien, etc. Non, c'est la lyonnaise qui parle, d'accord. Bon, alors ça va. Mais bon, non, mais je caricature à volonté. Mais enfin, quand nous, on doit envoyer nos clients touristes manger à Sarlat, on ne sait pas où les envoyer. Et donc, il y a un vrai problème et avec pourtant, une fraction, on a un marché une fracture, de gens, de clients dans la population, ils sont qui là, fait les que clients. l'alimentation risque de devenir demain est en train de devenir ce que la question sociale autour du travail était au 19e, au 20e siècle. Et je crois que du coup, ce qu'on essaye de développer là, avec la restauration collective bio, locale et faite maison, c'est vraiment un contre-modèle. C'est un modèle de convivialité, un modèle de partage, un modèle de solidarité, un modèle humain qui vient en contradiction totale avec ce modèle de la recherche effrénée du profit et de la rentabilité pour quelques-uns, quand d'autres vont être contraints à avoir recours à l'aide alimentaire. Et 10% de la population, c'est à la fois les plus pauvres, mais c'est aussi par exemple les étudiants. Hein, on a un nombre d'étudiants qui ont recours à l'aide alimentaire qui est juste effrayant. Hein, c'est quelque chose qui... moi, ça me choque énormément que dans cette société riche, on en soit arrivé là. Et du coup, le projet d'une restauration collective, imaginez 2 secondes que non seulement dans les écoles, dans les collèges, dans les EHPAD, on a parlé des hôpitaux, mais on peut aussi parler de la restauration d'entreprise. La restauration collective, c'est énormément de gens qui sont touchés. Si on arrive à impulser une dynamique qui fera de la bio une exigence dans les collectivités, dans la restauration collective, à ce moment-là, le système risque un peu de vaciller. Moi, c'est là-dessus que je mise. Merci Serge.
Bon, et bien cette table ronde touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup, énormément. Merci à tous pour votre participation. Oui, excuse-moi Jérôme. Je ne veux pas passer pour le passeur de vernis, ou je ne sais pas comment on peut dire. Je voudrais dire un grand merci à Jean-Marc de faire tout ce qu'il fait tous les jours pour nous. Un grand merci aussi au département, à notre président de nous avoir changé la vie. Parce que moi, cette aventure m'a changé la vie professionnelle. Ça a changé aussi ma vie privée. Donc, un grand merci à tous ces gens. Un grand merci aussi à Aurélie qui n'est pas là. Et un grand merci aussi au collectif Les Pieds dans le Plat qui fait avancer les choses. Merci à vous tous aussi. Merci beaucoup.